Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Nous sommes le 19 mars 2023. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il semble se passer des choses du côté du sujet OVNI, en ce moment aux États-Unis et au Canada. Je pense qu'en France, on n'en entend pas trop parler, notamment du fait de l'actualité brûlante sur les retraites. Mais n'empêche qu'en général, on nous rebat les oreilles de ce qui se passe aux États-Unis, le grand modèle, etc. Alors que là, il me semble que ce sujet qui est potentiellement croustillant pour les médias n'est pas abordé, mais faites-moi vos commentaires sous la vidéo si je me trompe, n'est pas abordé dans les médias français. Donc je m'interroge pourquoi. Bref, donc en tout cas, il semble se passer des choses sur le sujet OVNI aux États-Unis et au Canada, notamment avec l'observation, le survol et puis même la destruction, l'interception d'objets volants non identifiés. Donc ici, on parle bien de quelque chose qui n'est pas connu. Je ne suis pas en train de parler de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Mais il n'empêche donc, l'armée américaine et l'armée canadienne ont envoyé des avions de chasse pour intercepter des objets volants non identifiés au-dessus de leur territoire, sans autorisation, et ils en auraient abattu plusieurs, je crois 2. 2 qui n'ont pas été retrouvés à ce jour, notamment parce qu'ils auraient été abattus au-dessus de terrains difficiles d'accès. Donc bon, ça interroge quand même tout ceci, mais voilà, c'est une actualité qui me semble quand même intéressante. Malgré tout, attention, je ne pense pas qu'il faille en conclure que nous sommes actuellement en face d'un combat, si on veut, entre une civilisation ou des civilisations extraterrestres et l'armée américaine ou canadienne. Il y a très certainement une explication tout à fait logique, et d'ailleurs, le premier objet qui a été observé a été identifié comme un ballon espion chinois. Je mets des guillemets à tout ça, je ne porte pas de jugement, même si je suis assez dubitatif. Donc, les autres n'ont pas été identifiés, mais peut-être qu'il s'agit de choses tout à fait terrestres. Simplement, cette actualité est intéressante parce qu'elle remet sur le tapis ce sujet des ovnis et des extraterrestres derrière le phénomène ovni, ce qui fait que les médias américains s'intéressent de nouveau et donc donnent la parole aux gens qui ont quelque chose à dire, et notamment des anciens militaires, des scientifiques, etc., des gens qui ont une certaine crédibilité. Et dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un extrait d'interview d'un ancien pilote de la marine américaine, pilote de chasse, du nom de Ryan Grave, que je voudrais partager avec vous. Donc j'ai traduit cet extrait d'interview que je vais diffuser tout de suite et à la suite duquel je vous retrouve pour quelques analyses et compléments personnels. Vidéo. Eventually we saw these objects with our own eyeballs, and at that time we didn't have an explanation for what they were. They just simply looked like a black cube inside of a clear sphere. These objects would be up there all day. They would be either maneuvering around 0.6 to 0.8 Mach, which is around, at the high end, 350 knots, or they would be completely stationary against the wind. When you're up there, it's like being in the ocean. Everything is moving. So when you have objects that are stationary against high winds for very long periods of time and then begin maneuvering, it's just something that we're not used to seeing. Right, and we were almost hitting these objects. We had them flying very close to our aircraft that were requiring evasive maneuvering. Wow. Yeah, I mean, this is your testimony, before Congress and just publicly has been so important for highlighting how frequent of an interaction that this is. And it's almost more stunning that like you said, we haven't had an accident or that we haven't had more pilots come forward. One of the things that you write about, Ryan, in the Politico article is that the president did not talk about UAPs that exhibit advanced performance capabilities. You say, where is the transparency and urgency from the administration and Congress to investigate highly advanced objects in restricted airspace that our military cannot explain? And you talk about a new organization that you are starting and an initiative to try and gather as much data as possible. You want to talk a little bit about that? Absolutely. And so that's a natural progression of the work that's been going on, trying to bring attention to this. We've seen that one of the main movers of attention on this topic is on Capitol Hill with the senators and congresspeople that have been mandating action from the Department of Defense to investigate this topic. And within the aviation ecosystem, I'll say within the United States, it really does take an act of Congress to move anything. And so I founded the Americans for Safe Aerospace, which is a very simple organization. We think that
we should know what's above our heads. And those are going to likely fall into two different categories. They're either going to end up being some type of adversarial threat platform, and it's a national security issue. We have the systems to prosecute those targets. Or if we don't know what they are, it's a matter for scientific curiosity. And I bet when we start narrowing down that bucket of anomalous objects, more security threats could fall out, but we'll continue to make that bucket smaller to try to figure out what these objects are. Mm-hmm. The American for Safe Aerospace is going to be looking to push policy and legislative action to ensure that aircrew and pilots, both military and commercial, feel comfortable reporting this so that we can continue to expand the conversation. Je suis allé dans le jardin parce qu'il fait beau dehors, même s'il fait encore un peu frais. Et la luminosité est meilleure. Et la chienne qui va et qui vient. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce témoignage, ce sont plusieurs choses. La première, c'est que c'est un témoignage de première main et de quelqu'un dont la profession est de piloter des avions de chasse et de protéger l'espace aérien américain des intrusions, etc. Et aussi d'aller éventuellement, de temps en temps faire participer à des conflits à l'extérieur du pays, du territoire américain, parce que justement, en l'occurrence, Ryan Graves a participé à la guerre en Syrie et je crois en Irak aussi. Enfin, je mettrai sa biographie en lien pour que vous alliez vérifier à quel point c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon, d'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du crédit normalement, puisque on lui accorde notre confiance, enfin les Américains accordent leur confiance pour leur défense. Donc on ne donne pas des engins militaires tels que des avions de chasse qui coûtent plusieurs millions de dollars à des farfelus, à des fous, etc. Donc c'est quelqu'un de tout à fait fiable dans son témoignage, dans sa capacité d'observation, puisqu'il est entraîné pour, d'accord, c'est son métier, et c'est pas simplement quelque chose de commercial, qui déjà demande un haut niveau, mais c'est quelque chose de militaire, qui demande des manœuvres spéciales, d'évitement, de poursuite, etc., etc. Donc voilà, qualité du témoignage, du témoin, pardon. Deuxième chose, justement, le témoignage est aussi quelque chose d'important dans ce document, et c'est pour ça que je le partage. Même si c'est qu'une parcelle du document, et vous pouvez aller chercher sur Internet l'intégralité de l'interview, mais il est bien dit dans cette interview et dans l'extrait qu'il a vu, lui et ses collègues, ont vu l'objet de leurs propres yeux. Et donc ce qu'ils décrivent, c'est quelque chose d'assez inhabituel, je n'avais jamais entendu ça auparavant. D'habitude, quand il y a des observations d'OVNI en général, ce sont des disques tels qu'on les connaît tous, alors que là c'était un cube noir à l'intérieur d'une sphère transparente. J'avais jamais entendu ça, mais bref, eux ils ont pu l'observer de plus près, donc admettons. Mais aussi ce qui n'est pas montré dans l'extrait que j'ai partagé, c'est qu'il y a eu un contact visuel, une confirmation visuelle qu'il y a bien eu un objet, et un objet a priori qui ne correspond à rien, à un phénomène naturel, un cube noir, d'accord, je ne vois pas comment ça peut correspondre à quelque chose de naturel à l'intérieur d'une sphère transparente, donc c'est véritablement spécifique, mais cette observation visuelle est confirmée aussi par des enregistrements, des échos radars, à la fois des instruments de l'avion, des différents avions d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas qu'un, militaire, donc les radars les plus pointus, toutes les technologies de captation, pas seulement visuelle ou d'ondes, etc., mais de différentes manières de ce qu'il y a dans l'environnement de l'engin, de l'avion, et des avions en l'occurrence, mais aussi au niveau des bâtiments militaires maritimes, en l'occurrence porte-avions, qui ont vu aussi sur leur radar la confirmation qu'il y avait bien un ou des objets physiques, d'accord, qui renvoyaient bien des échos au radar. Donc non seulement il y a une observation humaine
plusieurs observations humaines, d'ailleurs même au niveau des gens qui étaient sur le bateau. Donc plusieurs observations humaines et aussi confirmées par plusieurs observations par des machines, par des radars, par des caméras, etc., etc. Donc ça laisse peu de doute quant à l'existence factuelle d'un objet et pas d'un phénomène tel que des gaz ou des nuages ou des réflexions du soleil ou que sais-je, mais bien quelque chose de physique, premièrement. Deuxièmement, il raconte que ce sont des objets qui sont capables de rester comme ça, sans bouger, dans une position donnée, dans les airs, malgré le fort vent. Alors que tous les engins que l'humain est capable de construire, que ce soit évidemment des avions qui sont obligés de voler, ou des hélicoptères, etc., quand on est à une telle altitude avec le vent qu'il y a, c'est difficile de rester stationnaire et il y a une dérive comme ça, d'accord, qui se fait physiquement, quoi. Ce sont les lois de la nature. Alors que là, ces objets, ils restent absolument stationnaires, premièrement. Et non seulement ils sont capables de rester stationnaires pour de longues périodes de temps, plusieurs heures, mais aussi ils sont capables, quand ils se mettent à bouger, d'effectuer des manœuvres absolument impossibles, ultra rapides, des angles droits, de grande vitesse, des arrêts soudains, puis des changements de direction, etc., etc. Impossible à faire pour même la pointe de notre technologie que sont les avions de chasse, etc. Pourquoi je dis etc. Oui, les drones par exemple, ou ce genre de choses. Donc 1, il y a observation humaine. 2, il y a observation par des radars, par des machines, par des caméras, par des différents sensors, comment on dit en français, capteurs, ok. 3, ces objets montrent des capacités qui sont absolument impossibles à reproduire avec nos connaissances scientifiques actuelles, ce qui évacue le fait que ça pourrait être des technologies chinoises ou russes, parce que même pour les Chinois, même pour les Russes, il est impossible d'avoir des objets qui restent dans les airs alors qu'il y a des grands vents, de façon absolument stationnaire, et puis qui se mettent à se déplacer à des vitesses extraordinaires qui tueraient des humains qui seraient à l'intérieur, parce que les champs de... comment ça s'appelle ? Les accélérations sont trop puissantes et qui sont capables de faire des manœuvres, voilà, qui sont impossibles à faire par nos engins. Surtout que ces objets-là, ils n'ont pas de forme aérodynamique, à part si on parle des disques habituels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas de propulsion apparente. Ils n'ont pas d'ailes, ils n'ont pas d'ailerons, etc. Ils n'ont pas d'hélices, et donc ils ne montrent pas de façon visuelle de quelle façon ils se propulsent et comment ils sont capables de faire les manœuvres qu'ils exécutent. Et dernier aspect qui me semble très important de ce témoignage, c'est qu'il est bien dit que ces engins volent très près des avions de chasse. Ce qui nécessite pour ces avions de chasse, la pointe de la pointe du savoir-faire humain, des manœuvres d'évitement. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit que il y a des objets physiques qui ont des capacités qui nous sont impossibles dans le cadre de notre connaissance scientifique et de notre développement technologique, et il y a une intelligence qui semble piloter, je vais enlever le mot semble, qui pilote ces engins, parce que ces engins viennent voler près des avions de chasse. Un avion de chasse, ce n'est pas stationnaire, d'accord? Ça se déplace. Donc, pour venir voler près, c'est bien qu'il faut avoir l'intention de, ok? Et donc, il y a des évitements pour éviter les collisions de la part des pilotes, mais il y a aussi, peut-être pas dans ce témoignage-ci, mais dans des témoignages similaires d'autres pilotes de l'armée américaine, aussi des poursuites de ces objets. Soit l'avion poursuit cet objet et il y a une manœuvre d'évitement, une fuite de cet objet, mais il y a aussi à l'inverse la poursuite des avions militaires américains par ces objets. Donc tout ça montre qu'il y a bien un pilotage intelligent de ces objets. Donc il y a certaines entreprises politiques qui sont menées par le Congrès, peut-être par le Pentagone, en dévoilant certaines vidéos, en officialisant certaines vidéos, mais tout ceci semble passer sous les radars de la plupart du public, d'entre nous, et ça c'est problématique. Alors d'une part ça existe parce qu'il y a eu un stigmate qui a été construit autour du phénomène OVNI et puis plus généralement de tout ce qui est extraterrestre, enlèvement encore plus et ce genre de choses. Et donc voilà, on est socialement conditionné
à ne pas s'intéresser à ce sujet ou à se détourner de ce sujet quand certains, par exemple comme moi ou d'autres, en font mention, ok? Parce qu'il y a ce stigmate et il y a inconsciemment, parfois consciemment mais aussi inconsciemment, la peur de ce stigmate, la peur du ridicule, la peur de passer pour un fou ou que sais-je, si on s'intéresse, si on écoute des gens parler de ce sujet. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que malheureusement, l'une des caractéristiques de notre humanité mature, je le rappelle, je dis que nous sommes une humanité mature et je m'inclus dedans. L'une des caractéristiques de cette humanité mature, c'est qu'on se croit les meilleurs et, en tout cas jusqu'à longtemps et principalement encore aujourd'hui, les seuls, d'accord? Non seulement on pense être les meilleurs, on pense être le centre du monde, le centre de l'univers et les meilleurs, ok? Même si ça commence au travers des décennies, des siècles, etc., à s'amoindrir ce phénomène, il n'empêche que ça reste encore très puissant chez certains individus et j'ai l'impression chez la majorité. Voilà, il ne peut pas y avoir autre chose de plus évolué que nous. Et donc, si on commence à parler d'une civilisation qui vient d'ailleurs, ça veut dire évidemment qu'elle est capable de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, c'est-à-dire voyager vers d'autres astres. Donc ça, c'est au-dessus de notre compréhension. On ne peut pas, même pas l'envisager, on ne peut pas l'admettre. Et tout ça, ce sont des problèmes, des entraves pour s'intéresser de façon absolument pragmatique, scientifique, raisonnable, intellectuelle, factuelle à ce sujet. Et tout de suite, ça tombe dans l'ineptie, dans la fabulation, ou alors, au contraire, dans le spectacle, dans l'extraordinaire, dans la croyance et ce genre de choses. Et on n'arrive pas à avoir le juste milieu d'un intérêt sain, raisonné, raisonnable pour ce sujet. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce témoignage qui est ici, dans cette vidéo en tout cas, pour illustrer le fait qu'il y a effectivement un sujet véritable et qu'il est nécessaire de commencer, c'est tard mais mieux vaut tard que jamais, pardon, et qu'il faut commencer donc à s'y intéresser sérieusement parce que les questions derrière ces observations d'OVNI et probablement d'engins extraterrestres ont et auront un impact sur la société. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans les décennies qui viennent, moi j'espère le plus tôt possible, mais voilà, mais en tout cas auront à un moment donné un impact sur notre connaissance, sur même notre façon de raisonner, notre paradigme de pensée, etc. Comme par exemple le fait que l'énergie nucléaire ou l'énergie fossile sont les seules énergies les plus développées et les seules envisageables, et que donc il n'y a pas d'énergie suffisamment extraordinaire pour nous propulser vers un autre stade d'évolution, alors que si on envisage sérieusement le phénomène OVNI, on imagine bien que ces engins ne sont pas propulsés par du gaz ou du pétrole, et même peut-être pas par du nucléaire, mais par d'autres formes d'énergie. Voilà pour un exemple de changement de paradigme. Allez, j'arrête là parce que cette vidéo est déjà trop longue. Faites-moi vos commentaires sous la vidéo, dans le respect évidemment. Et je suis curieux de votre avis sur ce sujet. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Quelles sont vos critiques sur ce sujet? Exprimez-vous en commentaire. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France. France qui doit, le plus tôt possible, s'intéresser sérieusement et publiquement à ce domaine des ovnis et derrière de civilisations extraterrestres potentiellement.